Nous sommes de retour dans Direct Marché, il est 8h51, l'heure d'accueillir notre premier invité, président de Futur Investment Managers. Bonjour Julien Lebenzal. Bonjour. Vous êtes expert en finance comportementale et vous allez nous livrer votre analyse sur la situation des marchés à la suite des turbulences rencontrées ces derniers jours, dans un contexte très riche et très complexe. Mais d'abord, en deux mots, pouvez-vous nous préciser ce qu'est la finance comportementale ? Alors la finance comportementale, c'est un domaine de recherche et maintenant d'application sur les marchés financiers qui a une petite trentaine d'années, donc qu'on pourrait dire assez récente, et qui est le miroir en fait de la finance classique. Alors la finance classique, celle qu'on connaît, celle de l'analyse financière avec les price earning ratio, avec la droite de marché, avec les notions de survalorisation, de sous-valorisation. Cette finance classique, elle existe depuis les années 60 et donc depuis les années 90, il y a la finance comportementale. Alors, en quoi on est différent? Eh bien, le postulat de départ n'est pas du tout le même. Dans la finance classique, on part du principe que l'agent économique est rationnel. En finance comportementale, on part du principe que ça n'est pas toujours le cas. Et que donc, pour comprendre l'évolution des marchés financiers, il faut s'intéresser au comportement des acteurs, au comportement des agents économiques. Et c'est seulement en comprenant cela qu'on peut avoir une idée de l'état des choses et éventuellement des perspectives. Parce qu'on est aussi là pour essayer de dresser former des anticipations en dressant des perspectives. Donc en gros, on explique la finance par les comportements et non par les valeurs. Ces derniers jours ont été très agités sur les différents marchés. Est-ce que vous pouvez nous livrer votre point de vue sur les tendances actuelles et à venir ? Alors, les origines en fait des turbulences qu'on a en ce moment et de la hausse de volatilité, l'origine principale c'est la hausse de taux qu'on constate sur les marchés obligataires américains et qui est à mettre en regard de la décision de la Banque fédérale américaine non seulement de normaliser sa politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle monte ses taux depuis maintenant plusieurs trimestres, mais aussi peut-être d'aller encore un petit peu plus loin, puisque l'économie américaine est presque à plein régime, d'une certaine manière, et que la décision de Donald Trump, qui est la conséquence de sa campagne, de faire une réforme fiscale d'ampleur qui permet d'accélérer en fait le niveau de croissance, eh bien cette décision incite la Banque fédérale à être plutôt plus ferme que plus laxiste. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel les investisseurs sont. Et évidemment, si les taux obligataires remontent, eh bien, il y a un jeu mécanique qui dit sur les marchés d'actions, il faut sans doute un peu s'alléger. L'idée, c'est pas qu'une hausse de taux va forcément ralentir significativement l'économie, mais au moins dans un premier temps, que les obligations vont montrer un intérêt plus important, puisque le taux remonte, donc c'est plus intéressant d'acheter les obligations. Et donc, je dirais, à portefeuille comparable, à enveloppe comparable, eh bien, au lieu d'acheter plus d'actions, on va peut-être acheter un petit peu plus d'obligations. Et c'est déjà les premiers éléments qui créent les petits trous d'air qu'on a pu avoir là depuis le début du mois. Oui, parce qu'au niveau européen, entre la difficulté à gérer le Brexit et la dette italienne, on l'a encore vu hier, les perspectives sont assez pessimistes. Alors, dans ce contexte de volatilité accrue aux États-Unis, dans le cadre du problème de taux, enfin du cas spécifique de taux, évidemment, l'Europe, elle est dans une situation très compliquée, puisque même si son niveau de croissance est plutôt satisfaisant, ça reste très très bas en valeur. En revanche, ces problèmes structurels sont toujours présents. Donc, on a le cas du Brexit, qui est a priori quelque chose qui est assez impossible à gérer. Donc, personne ne sait quelle sera l'issue finale, mais rien n'avait été prévu significativement pour la sortie d'un pays de la construction européenne, et on est dans ce cas avec un morceau de choix qui est la Grande-Bretagne. Donc, comme comme on est dans une incertitude très forte, évidemment, sur les marchés financiers, ça fait planer le doute depuis maintenant plusieurs mois. Pour ce qui concerne l'Italie, là, c'est un sujet peut-être un petit peu différent. C'est l'engagement que les hommes politiques italiens ont pris de tenter en quelque sorte une relance. Évidemment, ça ne rentre pas dans le cadre des accords européens sur les budgets. Ceci étant, il y a peut-être un petit peu plus de possibilités de discussion, alors que sur le Brexit, on ne voit pas trop où est l'issue. Il y a des possibilités en quelque sorte de compromis. Le principe étant que sur la construction européenne, on va difficilement faire sans l'Italie, donc on va forcément devoir trouver un peu des compromis. Ceci étant, pour le moment, les taux italiens montent, le refinancement de l'État italien sera plus élevé, et si le refinancement en Italie est plus élevé, ça voudra dire que, par exemple, les banques italiennes vont devoir prêter à l'économie
l'économie italienne a un taux lui-même plus élevé. Donc à terme, ça ne sera pas bon pour l'économie italienne. Et c'est ce que les marchés sont en train d'escompter. On peut éventuellement aussi dire que toutes ces choses vont en même temps, c'est-à-dire que l'élection de Trump, le Brexit et l'Italie, c'est toujours les mêmes conséquences d'une volonté des démocraties, bien que les gouvernants se préoccupent des situations locales et plus de cette idée d'une économie mondialisée, d'une économie globale et des problèmes d'universalité. Là, les démocraties, en tout cas, ont voté pour, à peu près partout en Occident, des choix extrêmement protectionnistes, extrêmement centrés sur les valeurs de la nation. Et ce sont des changements qui créent des perturbations financières, évidemment. Justement, vous parliez des États-Unis en introduction, la situation elle est presque euphorique depuis quelques temps, presque trop optimiste, j'ai l'impression. Enfin, on a l'impression outre-Atlantique, avec effectivement un taux de chômage très bas, vous parliez des taux qui sont relevés par la Fed. Est-ce que vous pensez que cette situation est normale ou est-ce qu'elle va se dégonfler dans les... Alors, la difficulté, c'est d'essayer de faire le tri dans tous les éléments qu'on voit. Parce que si on s'arrête, par exemple, à la bourse, on se dit tout va extrêmement bien. En fait, la bourse, c'est pas qu'elle soit chère, parce que d'ailleurs, c'est pas mon domaine de dire qu'elle est chère, mais on voit bien depuis presque un an, au moins en tout cas depuis le début de l'année, qu'il n'y a pas du tout la même participation des acteurs financiers dans la bourse qu'on a pu connaître avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les mécanismes de rachat d'actions qui sont extrêmement importants et qui ont justifié jusqu'à présent une très bonne tenue des cours. Alors qu'en fait, quand on regarde bien les investisseurs qu'on appelle les mains fortes, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à créer véritablement les tendances, ces investisseurs qui étaient là à plusieurs reprises au cours des 10 ans passés, ils ont plutôt quitté la bourse cette année, ça se voit au travers de bon nombre d'indicateurs. Donc on ne va pas regarder que la bourse, on va regarder l'économie. Alors l'économie, elle est bonne, elle a des bons indicateurs. Le problème, c'est que l'économie était déjà bonne avant la réforme de Trump, et que donc ce qu'il a simplement fait, c'est prolonger en quelque sorte de quelques trimestres la bonne tenue américaine. Pourquoi je dis la bonne tenue américaine? Parce que si on regarde bien les indicateurs économiques mondiaux, c'est-à-dire qu'on regarde au-delà des USA, en fait les sommets d'activité sont à peu près au 3e trimestre de l'an dernier. Parce qu'en fait l'activité a reculé dans les pays émergents, significativement, a reculé aussi en Europe, et elle a reculé aussi au Japon. Elle est juste restée très forte aux USA dans le cadre de cette réforme fiscale. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il y a un effet temporaire d'une décision politique qui masque qu'en fait, il y a un repli de l'activité dans le monde. Et donc, il ne faut pas se méprendre sur la situation américaine. C'est une situation qui est vraiment spécifique, ponctuelle, limitée dans le temps, et qui, normalement, je dirais que l'économie américaine va retrouver un petit peu le diapason de l'économie mondiale. Alors, la seule chose qu'on puisse dire en termes de conséquences, c'est que quand il y aura, et il y aura forcément dans les 2 ou 3 années à venir, une période un peu plus compliquée pour l'économie américaine, eh bien, il n'y aura pas de marge de manœuvre du côté de la politique, puisque les budgets auront déjà été entamés, ce qu'a fait Donald Trump avec cette réforme. Donc nous serons cette fois-ci dans une situation beaucoup plus compliquée. Et puis on a le grand rival des Américains actuellement sur les marchés, ce sont les Chinois. Hier on a connu un rebond de 4% sur les marchés chinois après les annonces de soutien des autorités politiques et financières. Ce sont des indicateurs qui montrent que la situation n'est pas figée justement. Alors, oui, on peut dire ça. Disons que quand je disais tout à l'heure que les conséquences des choix démocratiques en Occident, qui sont de se préoccuper de ce qui est local par rapport à ce qui est global, les conséquences, parmi les conséquences les plus fortes, il y a la situation de la Chine, parce qu'elle a choisi il y a une trentaine d'années d'être dans cette économie globale. Donc forcément, si on lui change la donne, ce qui est en train de se passer, elle est en difficulté. Et en fait, l'économie chinoise ralentit significativement depuis plusieurs trimestres. La bourse a baissé de plus de 20% depuis les sommets. Et donc ce qu'on voit là, avec le rebond que vous décrivez pour ce qui s'est passé hier, ce sont des tentatives qui sont là pour essayer d'enrayer un peu ce processus, pour ne pas que ce soit un cercle totalement vicieux qui va aboutir à une trop forte volatilité, soit dans les marchés financiers, soit dans l'économie. Mais attention, on est rentré depuis le début du mois d'octobre justement dans une période de très forte volatilité sur les marchés, qui ne me semble pas du tout terminée. Et nous avons ce matin un repli significatif sur les bourses d'Asie qu'il faut prendre en compte et qui devrait avoir un impact important aux USA et en Europe dans la conduite des indices boursiers. En 2 mots pour finir, compte tenu des contextes que nous avons évoqués, quelles recommandations pourriez-vous faire aux spectateurs qui s'interrogent sur les stratégies à mener pour leur portefeuille ?
Alors, dans la mesure où le CAC 40 est quasiment autour ou en dessous des 5000 points aujourd'hui, on va dire que depuis à peu près un an, il n'a pas progressé. Si vous n'avez rien fait sur votre portefeuille, il va falloir en fait passer la période de turbulence là, qui est en cours et qui n'est vraiment pas terminée, la passer avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de calme et attendre d'ici un an que les choses aillent mieux. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour un investisseur vraiment qui regarde les choses d'assez loin et qui a beaucoup de temps par rapport à son portefeuille. Pour ceux qui sont plus proches de la bourse et qui se demandent si ce sont des opportunités d'achat, par exemple, je recommanderais d'être encore extrêmement prudent puisque, comme je le dis, on est rentré dans une période typique du mois d'octobre de forte volatilité et il va y avoir des secousses à la hausse, à la baisse et donc il faut encore être très prudent, patienter encore 1 ou 2 semaines au minimum avant d'envisager quelque chose. Et surtout, peut-être la chose la plus importante, dans ce contexte de volatilité, toujours adapter son portefeuille au risque qu'on est prêt à supporter pour ne pas avoir de déconvenues et prendre de mauvaises décisions. D'accord, merci Julien Debenzal pour cette analyse comportementale des marchés. Je rappelle que vous êtes président de Futur Investment Manager. On fait une petite pause, à tout de suite.